Bienvenue sur Radio Clapas, Good Morning Travail. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Olivier Ricard. Bonjour Olivier. Bonjour. Olivier, c'est un professionnel chevronné qui a passé 25 ans dans l'univers du leasing et du financement, avec un parcours construit au sein de grands groupes comme General Electric, Dell Finance, Canon Finance, Microsoft Financing ou encore dans les télécoms. Mais Olivier, ce n'est pas seulement un CV solide. C'est aussi un homme de conviction, de mouvement et de lucidité qui a choisi en 2016 de transformer son expertise en aventure entrepreneuriale en créant sa propre structure. Il l'a construite, développée, puis revendue à un groupe d'envergure. Ce qui le rend particulièrement intéressant, c'est sa capacité à parler sans filtre de ce que beaucoup taisent, les angles morts de l'entrepreneuriat, la solitude du dirigeant, les promesses non tenues, la complexité administrative, les pièges des associations et la violence parfois discrète des rapports de force économiques. Sa personnalité se distingue par un mélange rare de franchise, humilité et recul. Olivier ne cherche ni à se plaindre ni à se mettre en scène, il cherche à transmettre. Il assume ses choix, il reconnaît ses erreurs et transforme ses déconvenues en enseignements utiles pour les autres. Sa philosophie tient en quelques idées fortes. L'expérience vaut quand elle est partagée. La confiance est essentielle mais ne dispense jamais de vigilance. La réussite entrepreneuriale ne se mesure pas seulement au chiffre d'affaires. Et surtout, derrière chaque projet, l'humain doit rester au centre. Aujourd'hui, Olivier incarne une parole précieuse, celle d'un entrepreneur qui connaît la réussite, les risques, les coulisses, et qui revient avec une vision plus mature, plus ancrée, presque plus essentielle de la vie professionnelle. Olivier, vous dites qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas aux entrepreneurs. Si vous aviez aujourd'hui face à vous le Olivier Ricard de 2016, quelle vérité essentielle lui diriez-vous avant qu'il se lance ? Écoutez Eric, c'est une excellente question. Je pense que je lui dirais de faire attention puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans mon parcours professionnel, j'ai été longtemps salarié de grosses structures. Et donc quand on dit salarié, on a quand même une vision de l'entreprise qui est différente dans la mesure où notre seule problématique est de manager, de produire, de faire du chiffre d'affaires, de la marge, etc., etc. Et que tous les à côté, on va dire les à côté de l'entreprise, ne sont pas notre souci majeur, alors que, comme on l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on entreprend, on se retrouve au centre de l'entreprise. Centre de l'entreprise, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut le matin être comptable, l'après-midi manager, entre midi et deux super commercial, etc., etc. Donc les différentes casquettes de l'entrepreneur sont variées et encore une fois, un salarié n'a aucune, je le dis en toute humilité, puisque j'ai eu quand même de grosses responsabilités dans des grosses structures. Le salarié qui était Olivier Ricard, donc avant d'entreprendre, n'avait aucune notion de ce qu'était une vraie entreprise. J'ai certes dans les télécoms piloté un PNL, mais piloter un PNL, ça veut pas dire remettre de l'argent s'il n'y a plus de trésorerie. Donc ces deux aspects-là sont très importants et vraiment différents dans le pilotage de l'entreprise. Donc être salarié d'un côté, produire, être félicité pour des bons résultats, avoir des promotions, etc., etc. Puisque dans mon parcours professionnel, on m'a même payé des frais d'agence pour acheter ma maison lorsque chez General Electric, j'avais basculé par exemple de Paris à Montpellier. Donc frais d'agence, quand on achète une maison, c'est quand même assez conséquent. Plus des stocks options, plus garantir le fixe, plus rajouter les primes à 100% dans un nouveau fixe, etc., etc. Donc chaque fois plus des stocks options GE, etc., etc. Donc tout ça, c'est motivant. C'est motivant pour être un très bon salarié, un très bon soldat, mais ça ne prépare à aucun moment la vie du vrai entrepreneur. Le vrai entrepreneur, lorsqu'il se crée, et on le dit pas assez, dans mon parcours professionnel, j'ai fait un IUT, Erasmus, une école de commerce, etc. À aucun moment, lorsque j'ai eu la chance de faire un bac+5, personne ne s'est assis à côté de moi en me disant, voilà, l'entreprise c'est beau, tu vois certains entrepreneurs réussir, qui ont des belles maisons, des belles voitures, et forcément, ça donne envie, ça motive, et c'est une des raisons pour lesquelles moi je m'étais lancé dans l'entrepreneuriat en me disant, voilà, ce métier de leasing, tu le connais bien, tu l'as fait dans les grosses structures, tu l'as fait dans les petites structures, j'ai failli m'associer dans une plus petite structure en étant directeur commercial national, qui était une très belle entreprise familiale. Néanmoins, personne ne m'a dit, voilà, il va falloir payer des charges, il va falloir gérer ces charges-là, il va falloir que tu aies quand même une notion comptable de l'intérieur de l'entreprise. Il va falloir payer une CFE, par exemple. Donc, CFE, c'est tout ce qui est contribution foncière des entreprises. Alors que j'avais, par exemple, une boîte postale à Bordeaux. Donc, c'est un bureau club. Ce bureau club coûtait une soixantaine d'euros par mois, peu importe. Mais je n'avais pas de foncier lié à l'entreprise. Malgré ce, il fallait payer presque 3 000 euros par mois de
de foncier. Donc j'ai contesté, voilà un exemple très concret, j'ai contesté en disant mais je comprends pas, j'ai une boîte postale, à aucun moment je me dois de payer l'équivalent d'une taxe foncière pour mon entreprise. La réponse a été de dire vous n'avez pas le choix, donc ça a été prélevé directement sur mon compte. Voilà un exemple concret auquel on ne s'attend pas sur des petites structures, puisque j'ai eu jusqu'à 3, 4, 5 salariés. Sur les petites structures, effectivement, c'est assez handicapant, puisque voilà, c'était pas l'idée. L'idée à la base, c'était de créer une structure de leasing, donc un courtage en financement de biens d'équipement professionnel au niveau national, d'avoir une couverture la plus nationale possible, puisque j'ai eu un commercial à Bordeaux, commercial Rhône-Alpes, commercial Paris, etc., etc. Mais je reviens au point essentiel de notre échange, personne ne m'a préparé à cette aventure entrepreneuriale. Donc préparer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire expliquer que il faut chaque euro investi est un euro qu'il va falloir gagner demain, est un euro potentiellement lorsqu'on gère les salaires, cet euro est égal à x2, puisque comme vous le savez sur la partie charge patronale, salariale, etc., c'est quand même très élevé. Lorsqu'on distribue un salaire, on est à peu près à 100% sur l'équivalent en charge. Donc cet aspect-là, personne ne le dit, ou on se dit « Oh, c'est pas grave, ça ira mieux demain, je ferai un peu plus de chiffres, etc. » Mais je pense que le premier conseil que je donnerais à Olivier, c'est de devenir un financier pur avant d'être un commerçant, ce qui a été plus ma force lors de ces 25 dernières années, d'être plus un homme de terrain, un homme de commerce, un homme de relations, un homme de réseau, puisque si on prend l'exemple de la structure que j'avais montée, on était sur le MEDEF, la CPME, les boxeurs sur la partie hockey sur glace, l'UBB pour le rugby, des clubs d'entreprise féminins pour inclure mes commerciales à l'activité économique locale, afin de développer un petit peu tout ça. Donc, passé un moment, on était peut-être sur 1 000 euros d'investissement, de sponsoring, de support, de participation à des clubs d'entreprise. Et je ne parle pas des BNI, etc. Donc, c'est beaucoup, et c'est beaucoup d'investissement. Donc, moi, j'avais l'avantage d'être un entrepreneur fonceur qui, parfois, n'a pas assez réfléchi, je l'entends. Donc, un autre conseil, c'est quand on veut vraiment foncer, il faut peut-être se poser un petit peu plus et avoir une vision financière de son action, on va dire. Donc, c'est de dire, demain, j'investis 1 000 euros sur tel projet, ces 1 000 euros, quelle est leur rentabilité ? Quelle est ma rentabilité sur cet investissement de 1 000 euros ? Est-ce qu'elle va exister ? Quelle est la probabilité de chance qu'elle existe ? Puisque moi, j'ai foncé sur différents sujets qui n'ont pas forcément été rentables, mais je voulais être partout. Et moi, j'aime bien l'expression, j'ai mûri cette expression-là, qui consiste à dire qu'à vouloir être partout, on est nulle part. Et c'est assez vrai. La question qui me vient quand je vous écoute, est-ce que lorsqu'on crée une entreprise, on est entrepreneur, est-ce qu'il y a une dualité entre le commercial et le financier ? Est-ce qu'ils sont antinomiques ? Mais écoutez, il ne devrait pas. Moi, j'ai, par la force des choses, dû être un peu financier. J'avais la chance d'être bien entouré par un comptable très brillant, par des avocats sur certains sujets, lorsqu'on crée une structure comme la mienne de financement de biens d'équipement professionnel, on a notre propre contrat de financement. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une société qui va contracter avec nous va prendre en leasing une camionnette, par exemple, et ce même contrat de financement qui sera signé sera au nom de l'entreprise. Cette entreprise, après, va céder la créance, donc elle va céder le contrat de financement, et donc elle va pas porter le risque. Néanmoins, le client final aura signé un contrat de notre propre entreprise. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des engagements juridiques, ça veut dire qu'il faut avoir un très bon contrat, ça veut dire qu'il faut être sur le marché aussi compétitif, en plus du juridique, que d'autres concurrents, que des filiales de banques auprès desquelles on se refinance, puisque c'est du refinancement de biens d'équipement. Donc tous ces aspects-là sont quand même assez importants. Et il y a un volet effectivement financier à tout ça, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, je suis pas juriste non plus, mais si jamais j'avais eu un souci justement juridique lié à ces contrats-là, il fallait que je puisse répondre. Donc on a créé notre propre contrat, certes ça a coûté, il a fallu s'assurer également, donc ça c'est des nouveaux métiers qui n'étaient pas le mien à la base, s'assurer si jamais on était attaqué également, donc avoir une bonne responsabilité civile, la travailler, etc., etc. Donc oui, un bon commercial ça ne suffit pas, un bon financier ça ne suffit pas. Le bon mélange, on va dire que la vérité est toujours au milieu du chemin. Donc la vérité, c'est qu'il faut être commercial le matin, financier l'après-midi. Et si on a pas ces deux casquettes, l'équilibre n'est pas dans la durée n'est pas possible.
Et bien dormir le soir, c'est important. Vous avez évoqué la mécanique administrative qui peut être un peu plombante dans les entreprises françaises. Moi, j'aimerais revenir sur un point. Quand on a préparé cette interview, vous avez évoqué un point qui est souvent sous-estimé quand on revend son entreprise. Parce que ça aussi, on n'est pas préparé. Donc, on arrive, on crée sa boîte, on développe, ça a une valorisation, on est racheté. C'est quoi la vie d'un entrepreneur qui vend ? Qu'est-ce qui se passe ? Et alors là, pareil, qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs qui sont à deux doigts de vendre là, leur entreprise ? Eh ben, écoutez, on ne vend qu'une fois. Il faut se le répéter le matin, le midi, le soir. On ne vend qu'une fois. Donc, il faut bien réfléchir, il faut bien anticiper. Il faut savoir à qui on vend. Si on a la possibilité de connaître nos acheteurs, de par des différentes expériences professionnelles passées, c'est quand même un plus, puisque on sait un petit peu où est-ce qu'on met les pieds. Moi, je n'ai pas eu ce syndrome de l'affect. De l'affect, oui, parce que effectivement, j'ai souffert de différentes difficultés financières. Donc j'ai fait un PGE parce que moi je me suis lancé donc 2016. Ça a commencé à marcher 2018-2020. Le Covid est arrivé. Bon, pas que pour moi. Je ne me victimise pas. Néanmoins, le Covid m'a brûlé les ailes. Donc il a fallu. Je voulais absolument pas licencier les personnes qui étaient là. Donc j'avais fait quand même un PGE d'un montant important. Et puis donc j'ai été content de m'associer à des gens intelligents, brillants, qui avaient une vision, qui avaient différentes activités en dehors de leur corps de métier. Et l'activité de leasing était une activité complémentaire à leur corps de métier. Sachant que, par exemple, je connaissais bien ces gens-là, puisqu'on avait créé une JV quelques années auparavant, à 50-50 entre leur structure et la mienne. Donc je suis parti en confiance avec des gens... Une JV, c'est une joint venture. Oui, bien sûr, une société commune, donc pour proposer à leurs clients mes services. Mais voilà, donc je n'étais pas partie prenante et la totalité du capital n'appartenait pas à cette même structure qui allait me racheter quelques années plus tard. Vous avez vendu, aujourd'hui vous êtes libre. Est-ce que le dicton entrepreneur un jour, entrepreneur toujours est vrai pour vous ou... Alors je pense qu'il y a, ça me concerne, je pense qu'il y a un âge, pas un âge pour tout, enfin me concernant, je voulais avant 40 ans entreprendre, je l'ai fait à 38, je pense que je le referai dans les prochaines années. Néanmoins, moi ce qui m'intéresse à ce jour, c'est de m'inscrire dans une structure en direction commerciale et développer cette même structure, rentrer au capital, pas forcément entreprendre, puisque vous le savez ou pas, mais les taux de défaut des sociétés en 2024 pour certains partenaires financiers ont dépassé ceux de 2008. Donc on est quand même sur une économie assez complexe. Ce métier-là de courtage en financement, forcément le cœur du métier, l'essence du métier, au sens propre et figuré, c'est l'argent. S'il y a beaucoup de taux de défaut, les banques prêtent moins, prêtent pas. Donc elles ont des difficultés à donner des conventions de partenariat et sans argent, il n'y a pas de structure de courtage en financement. Donc moi j'ai cette casquette d'entrepreneur et je pense que c'est très important d'être entrepreneur dans une société qui existe déjà et de comprendre les mécanismes de la société, de pouvoir me mettre dans les chaussures du dirigeant actuel et de pouvoir l'aider justement éventuellement à ne pas faire les mêmes erreurs, tout en ayant conscience que, par exemple, chaque euro investi doit être rentable. Ce qui n'était pas forcément au tout début ma devise, mais qui, de fait, l'est devenu. Est-ce que vous pensez que c'est jouable quand on a été autonome, indépendant, seul, à décider, à gouverner, à partager les victoires et les défaites, de se retrouver demain dans une organisation où parfois les égos empêchent la performance ? Ça, c'est complètement subjectif, me concernant pas du tout. Donc, moi, j'ai été salarié de 2000 à 2016 quand même. Donc, on va dire que j'ai passé plus de temps en étant salarié de grosses structures ou de TI, PME qu'à mon compte. Par contre, je pense que la richesse des deux parcours servira à mon prochain employeur, très clairement. Quand je vous écoute, moi je me dis, mais pourquoi vous faites pas du conseil à toutes ces entreprises, tous ces entrepreneurs c'est le pas de côté, parce que vous avez vécu l'ensemble de la chaîne. Vous avez la difficulté administrative, financière, le Covid, la revente, etc. Et aujourd'hui, vous, dans votre articulation, quand on avait préparé cette interview, vous expliquez que, oui, c'est un avantage pour un entrepreneur d'avoir un entrepreneur à ses côtés. Alors, tout le monde ne pense pas comme ça, mais vous n'avez pas pensé à faire du coaching, du mentorat pour les jeunes et les moins jeunes entrepreneurs ?
Si, j'y ai réfléchi. À ce jour, non, c'est pas dans mes tablettes. Par contre, on va dire que toute formation de coaching, c'est plus un partage d'expériences professionnelles que j'ai envie de faire. Hein. Donc, je vais par exemple à l'IUT jeudi. Voilà, j'essaie de dire aux gens ce que j'aurais aimé entendre avant d'entreprendre, tout en étant, par exemple, sur les 11 ans que j'ai passé chez General Electric, tous les ans, il y avait une matrice. Cette matrice, il y avait les performances en bas et le potentiel en haut. Donc, si vous étiez tout en haut à droite, vous aviez donc de très bonnes performances et du potentiel. Et là, effectivement, donc on était promu à différents postes. Donc voilà, c'est tout ça que j'aimerais partager avec des gens. Un très bon salarié n'est pas forcément un bon entrepreneur. Un salarié lambda peut être un très bon entrepreneur. Il y a un facteur chance. Hein. J'ai travaillé quelques années dans les télécoms et cette société fournissait des solutions d'audio et de webconférence. Donc vous allez sur votre téléphone, vous tapiez le 0800, vous aviez un code. Si la personne n'arrivait pas à rentrer en conférence, il y avait un service client qui la mettait en conférence et on facturait jusqu'à 20 à 25 centimes d'euros la minute. Ce business-là a existé, il a été remplacé par des business gratuits que tout le monde utilise, ou des business à licence, pour ne pas les citer, tous ceux que vous connaissez, vous utilisez au quotidien. Donc ce facteur chance, c'est un facteur marché, et ce marché-là, s'il n'y a pas de marché, vous pouvez être très bon, vous pouvez avoir un super réseau, vous pouvez avoir un super produit, et s'il n'y a pas de marché, ça ne marchera pas. Olivier est donc la preuve que l'entrepreneuriat, ça se vit, ça s'expérimente et il est en capacité de partager. Alors, si vous avez un besoin d'un profil à vos côtés d'entrepreneur dans vos solutions, vous pouvez contacter Olivier, passer par Radio Clapas ou le site sublica.fr. On vous mettra en lien. Il n'est pas venu chercher un poste, il est venu témoigner de la vie merveilleuse, tumultueuse de l'entrepreneur. Merci Olivier. Merci Eric pour votre accueil et votre invitation.